petits amis, on s'y remet pour se caler sur la deuxième partie de la vidéo. Donc là on va parler plutôt de questions à se poser pour faire le meilleur choix possible, le choix le plus adapté quand on va choisir notre couteau. Alors bon, dans un premier temps je vous avais parlé de tout ce qui était résistance mécanique, entretien, prix, etc. Et surtout, rappelez-vous, choisissez un coutelier, un fabricant reconnu qui saura vous sortir un bon produit et qui sait maîtriser ses procédés de fabrication. Alors, à la question, quel est le couteau de survie idéal? On peut apporter rapidement 3 réponses, là, vite fait comme ça. Le couteau de survie idéal, c'est celui qu'on a sous la main quand on en a besoin. La deuxième réponse qu'on pourrait apporter spontanément, c'est le couteau idéal, on s'en fout de la marque, on s'en fout de l'acier, pourvu que ça coupe. Et en creusant un peu, on peut se dire, le couteau idéal, c'est celui qui répond à nos besoins. Alors ça a l'air d'être des réponses balancées comme ça, spontanément, sans réfléchir, mais finalement elles sont importantes parce qu'on touche du doigt 3 critères fondamentaux. 3 critères fondamentaux pour un couteau, c'est la fiabilité. On veut que ce soit fiable, solide, durable. On veut qu'il soit disponible par rapport à son encombrement, disponible par rapport à l'entretien, à son affûtage, disponible par rapport au risque éventuellement de le perdre, de se le faire confisquer. Et on veut de l'adaptabilité à notre couteau, donc adapté à nos besoins. Alors, nos besoins, on y arrive. Quels sont nos besoins dans une situation de survie? Premièrement, la première des choses, c'est la base, c'est que notre couteau doit être affûté. Au moment où on le met dans le sac, si jamais notre couteau n'est pas affûté, on a tout faux. Ça, c'est du fondamental, il ne faut pas passer à côté. Tous mes couteaux, moi, sont affûtés. Bon, vous avez vu, il y en a une petite collection là. Bon, voilà, moi je suis amateur de ça. J'en prends soin, je les entretiens, ils sont tous affûtés. Si jamais un jour je devais partir avec un couteau à la ceinture, il sera prêt à servir. Donc c'est pas au moment où il faudra sortir le couteau pour s'en servir dans une situation d'urgence qu'on s'aperçoit qu'il ne coupe pas et qu'il faut sortir la pierre et l'affûter, etc. Je reviens pas dessus, je pense qu'on s'est bien compris. Alors en situation de survie, on aura aussi besoin d'un couteau pour tout ce qui va être les petits travaux de bricolage. Les réparations, couper des petits morceaux de fil, de ficelle, etc. Réparer, déchirer un bout de tissu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, des tout petits travaux là, qui demandent un peu de précision et un peu de finesse. Alors bien évidemment, on se dit bien qu'avec des outils comme ça, si on veut faire des petites découpes assez fines, si on veut faire des petites entailles dans les morceaux de bois, ça ne va pas être très pratique. Voilà. Ça par exemple, ce sera peut-être un petit peu mieux. On va avoir aussi besoin de notre couteau pour tout ce qui va être cuisine et repas. Donc préparer la bouffe et manger. Alors, on se rappelle nos grands-pères, ils sont tous prêts à dégainer le bon vieil Opinel ou le Layol devant un bout de sauciflard, parce que le casse-dalle, c'est pareil, c'est du fondamental, ça on ne passe pas à côté. La tranche de pain, le petit morceau de sifflard avec le bout de fromage qui coule bien, le bon camembert qui pue, voilà, ça c'est de la base, c'est important. Bon. Ensuite de cela, quels sont nos autres besoins au niveau d'une situation de survie? Je parlais de bouffer, c'est évidemment la chasse, puisqu'avant de vouloir bouffer notre gibier, il faut qu'on puisse le chasser aussi, il faut l'attraper. Donc notre couteau doit pouvoir nous servir à chasser, éventuellement à achever un gibier s'il le faut, ou pour s'en servir en tant qu'épieu, comme un épieu, vous savez, attacher un bout de bois. Donc notre couteau de chasse doit être robuste et doit nous permettre de faire ça aussi. Bon, on chasse et on doit aussi dépecer notre gibier. Alors, pour ceux qui ont déjà chassé ou qui ont déjà vu faire un dépeçage, donc ça pour chasser et pour servir un gibier, ça va. Quand il va falloir se glisser la lame sous la peau d'un lièvre ou d'un chevreuil pour le dépecer, vous comprenez bien qu'un truc comme ça, c'est pas l'idéal. Un truc comme ça ou plus petit, voilà, ça fera un peu mieux le boulot. On a aussi, dans un couteau, on va lui demander tous les travaux de camp. Donc tout ce qui va être bâtonnage, tout ce qui va être découpe de rondins, je ne vais pas dire abattre des arbres, mais tout ce qui va être faire des grosses encoches, construire une cabane, tout ça, couper de la grosse bâche ou de la grosse ficelle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, tous ces gros travaux où on va beaucoup demander au couteau, on va beaucoup le solliciter. Donc ça, il doit pouvoir répondre à ces besoins-là aussi.
Dans le même style, il va falloir creuser. On peut devoir se servir de notre couteau pour creuser. Donc creuser pour enfoncer nos piquets ou pour enterrer des restes de bouffe, ou quand on aura dépecé l'animal, enterrer la peau, tout ça. Et éventuellement découper, enfin se creuser un passage dans la neige. Alors c'est vrai que dans le sud-ouest de la France, on n'est pas trop embêté avec ça, mais il y a d'autres coins de France où ils ont pas mal de chutes de neige, ils peuvent être assez embêtés. Donc bon, on n'est pas au Canada non plus, mais voilà, on peut se dire qu'il va falloir creuser et on peut être amené à se servir de notre couteau pour ça. Je parlais de travaux de camp, etc. On a aussi l'utilisation de notre couteau comme d'un marteau, hein, avec le bout, avec la partie, le bout du couteau, ce qu'on appelle le pommeau. On peut devoir taper pour enfoncer les clous ou même pour péter une vitre ou autre chose. Donc c'est pareil, on peut avoir à se servir de notre couteau pour ça. Dans le registre travaux de camp, encore, on est toujours dans ce domaine-là, au milieu de la brousse, là, on va pouvoir aussi allumer un feu. On devrait pouvoir allumer un feu avec notre couteau. C'est-à-dire, on pense tout de suite à gratter notre pierre à feu ou notre bloc de magnésium, mais si on n'est pas trop bête, on a pris un briquet, on gagne du temps. Et surtout, il va falloir couper des petites branches, il va falloir faire de l'écorçage, il va falloir faire des brindilles pour faire notre amadou, hein, vous savez, notre petit tas de matière, on va couper un petit morceau pour pouvoir faire partir notre feu. Et ensuite, mettre du bois plus gros. Donc c'est pareil, on doit pouvoir gratter notre pierre, allumer notre feu ou notre briquet et faire tout ça. Bon, celui-là, il a été testé avec le bloc de magnésium, hein, ça va bien, ça va très très bien, avec ça, ça nous fait des bonnes étincelles. Bon. Donc, dans une situation de survie, on peut aussi avoir besoin d'un couteau pour tout ce qui peut être gestes de premier soin ou gestes de type médicaux en situation d'urgence. Donc là, c'est en situation d'urgence, ça peut être... bon, on ne va pas dire couper le petit bout de peau qui dépasse, parce que c'est plus grave que ça, mais on peut avoir besoin, ouais, une blessure, voilà, couper un morceau de peau, machin, une ampoule qui s'est percée, ben, virer la peau tout autour proprement pour pouvoir mettre un bon pansement et que ça se répare un peu mieux. On peut aussi avoir besoin d'un couteau pour virer le dard d'une abeille. Parce que vous savez, un frelon et une guêpe vont vous piquer et s'envolent, l'abeille elle laisse le dard au niveau de la peau, et avec le dard il y a la poche à venin. Si vous prenez les pinces à écharde pour extraire le dard, vous allez appuyer sur la poche à venin et vous allez injecter le venin dans la peau. Donc ça on ne fait pas, on prend une lame et on enlève le dard de cette façon. Rappelez-vous, un petit coup de flamme à côté pour détruire le venin et des infections derrière. Bon. Une dernière chose au niveau d'un couteau. Un couteau ça reste une arme et malheureusement il y a des situations où on devra se battre pour se défendre. Donc là, on n'a pas le choix. N'importe quel couteau, de toute façon, sera préférable à être complètement à main nue. Par contre, vous comprenez bien que entre ça et ça, il y aura une différence. Vous pouvez piquer une carotide avec ça. Si jamais ça pète, si jamais la lame se referme sur les doigts, voilà, c'est un risque à prendre. Ce sera mieux qu'à main nue, mais avec un outil dans ce style-là, ce sera totalement différent. Vous pourrez faire beaucoup plus de choses, bloquer, piquer, taper, bon voilà. Voici donc les utilisations que l'on peut avoir au niveau de notre couteau. Bon, il y en a peut-être d'autres, hein, je n'ai pas la prétention de faire un dictionnaire complet de tout ce qu'on fait, mais voici voilà, déjà un bon panel de ce qui nous intéresse. Alors, avec tout ça, moi je dégage 3 catégories de couteaux par rapport à toutes ces utilisations. On va avoir en première catégorie notre couteau de camp, ce que je vais appeler le couteau de camp. Ça, c'est la bonne à tout faire, c'est le percheron. Voilà, c'est un truc comme ça. Un gros machin sur lequel on va pouvoir taper si on veut bâtonner, avec lequel on va pouvoir creuser, qui va avoir une lame bien épaisse, bien solide, pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations et à résister à toutes les contraintes qu'on va lui mettre dans le nez quand on va devoir couper des bouts de bois, etc. Donc ce couteau de camp, il va nous le falloir résistant, solide, le plus solide possible. Il va devoir résister à des contraintes mécaniques, donc pourquoi pas le prendre dans un acier qui va supporter les flexions, vous voyez ce que je veux dire. Et on va avoir une lame, voilà, vous avez vu la taille des lames, on est au-dessus de 15 cm. Alors c'est peut-être pas la peine de prendre des machettes de Rambo de 45 cm, mais il nous faut, je pense, à mon avis, au moins du 15, 16, 17, 18 cm. Là on n'est pas trop mal, on peut faire du boulot. Voilà. Et comme on va le solliciter pour faire n'importe quoi, taper sur des bouts de bois, etc., autant pouvoir l'affûter facilement.
Donc là, vous voyez où je veux en venir, on s'oriente gentiment vers de l'acier carbone. C'est un choix perso, ce sont des réflexions et des pistes que je vous propose, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez de l'acier inox, il n'y a aucun problème. Dans un second temps, donc on a notre bête de somme là, et dans un second temps, comme on fait des travaux beaucoup plus fins, beaucoup plus précis en même temps, on va avoir besoin d'un couteau plus petit. Donc, voilà, un truc un peu comme ça. Donc, c'est l'Ontario Rat, mais bon voilà, ça peut être n'importe quel modèle, un peu dans cet esprit-là. Un couteau pliant, qu'on peut facilement avoir sur soi, et surtout avec un blocage de lame. Rappelez-vous, on ne fait pas de boulot avec un couteau dont la lame ne se ferme pas, à part pour couper un bout de frangie ou de sifflard. Bon. Et si vous voulez bosser proprement, sans risque, voilà, vous ne prenez pas un couteau, voilà, le Lyol, il est très joli, c'est un très beau couteau de collection que j'ai là. Et celui-ci, je ne l'utiliserai pas pour aller faire des travaux un peu minutieux ou autre. Si jamais ma lame se referme sur les doigts, là j'ai tout gagné. Vous voyez que quand je ferme mes couteaux, je ne les fais pas claquer, je retiens la lame. Les gens qui vous disent « ouais, mon couteau ça doit claquer, tout ça », non. Non, parce que si jamais vous faites claquer, en fait vous allez taper le tranchant sur le fond du manche et vous allez bousiller votre couteau. Voilà. Alors notre couteau de poche, voilà, on veut le prendre avec un blocage, etc. Et on pourrait s'en réserver un deuxième pour la trousse de secours. Donc rappelez-vous dans la présentation du Bob niveau 1, la trousse de secours reste bien propre, bien préservée de toutes les saletés qu'on peut faire autour. Et le couteau, on ne le sort que pour des interventions de type médical. Voilà, on ne va pas couper la barbaque avec, on ne va pas couper les mauvais bouts de bâche et tout, parce que derrière, si on veut travailler sur un blessé, autant garder le meilleur environnement sanitaire possible. Ensuite, la troisième catégorie de couteaux qui peut nous intéresser, c'est le couteau, on va dire le couteau intermédiaire. C'est-à-dire un truc un peu comme ça, ou comme ça, ou même comme ça. C'est un couteau qui va nous servir en fait à remplacer l'un ou l'autre des deux autres si jamais on le casse ou on le perd. Donc du coup, on aura peut-être un peu de mal à faire des fins de travaux de couture ou de broderie avec un truc comme ça ou comme ça, mais on sera moins embêté qu'avec une énorme masse là comme le Camillus ou comme le Buck. Alors, voilà, vous voyez, donc là c'est des couteaux scandinaves, hein. Celui-ci c'est un norvégien, Tollekniv, celui-ci c'est le Mora donc, que vous connaissez, hein, le suédois. On est sur de la lame entre 9 et 12 cm à peu près, voilà, celui-là il est un petit peu dans la limite haute. C'est le Kabar compact, hein, que j'aime beaucoup, parce qu'on me l'a offert, une personne spéciale me l'a offert. Donc on est sur du couteau voilà, de taille intermédiaire, et donc dentelé ou pas dentelé, tout ça, voilà, on va en discuter après. On peut s'en servir donc pour des travaux fins, et si jamais on devait se servir de ça à la place de notre couteau de camp, autant le prendre assez solide, comme ça on peut éventuellement bâtonner avec, on peut s'en servir pour défaire une caisse cloutée ou pour d'autres travaux un peu plus exigeants que simplement couper du fil ou du tissu. Voilà l'esprit un petit peu de ce que je voulais vous proposer au niveau des trois types de couteaux qui nous intéressent et qui seraient adaptés à nos besoins en situation de survie. À partir de là, on a des éléments de choix supplémentaires qui vont s'ajouter à tout ce qu'on avait vu en critères de résistance, nuances d'acier, le choix du coutelier, etc. On a plusieurs éléments qui vont nous aider aussi à affiner notre choix. Première chose, la présence d'une garde. Donc la garde, c'est ça. C'est cette partie-là. La garde, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à prendre appui, ça nous sert si jamais on doit planter ou piquer, ça évite au doigt de glisser et d'aller se prendre sur la lame. Exemple, si jamais vous devez planter un gibier ou vous devez combattre avec un couteau, vous plantez et là, manque de chance, vous piquez sur un os et les doigts glissent sur la lame. Comme vous serrez votre couteau bien fort, vous allez serrer la lame bien fort. Et imaginez les dégâts derrière. Parce que votre couteau est affûté, n'oublions pas. La présence d'une garde, voilà. Donc, la plupart de ces couteaux-là possèdent tous une garde. Sur un modèle de type combat, donc là c'est la baïonnette Glock, hein. Là c'est la Daggerber des parachutistes. Voilà. On a une garde, là on est vraiment typé combat parce qu'avec ça on peut faire, j'y reviendrai après, voilà, on peut placer le doigt de différentes façons pour caler la main et faire des prises différentes. Ensuite, en plus de la présence d'une garde,
on va se poser la question de la prise en main, de l'ergonomie. Donc là c'est pareil, un couteau vous êtes mal à l'aise avec, mais s'il faut bosser avec toute la journée, voilà, ça ne sera pas confortable, vous allez vous filer des ampoules, et vous n'aurez pas envie de vous en servir autant qu'il le faudrait. Donc prise en main, voilà, là on a un bon gros manche bien rond, on a une forme un peu ovalisée au milieu, et donc là, voilà, on a une prise en main très correcte, très acceptable, et ça peut nous permettre aussi de changer de position si on doit le faire. Autre exemple, voilà ça. On est sur une forme un peu travaillée, légèrement arrondie, et là c'est pareil, on épouse la forme de la main, on aime ou on n'aime pas, effectivement il y a un petit côté dans certaines prises où c'est moins naturel que d'autres, mais l'ensemble des caractéristiques de ce couteau fait que la prise en main reste assez correcte. Je reviens sur un truc un peu plus comme ça, on est sur du mancheron, on a quand même cette forme ovalisée qui nous permet de passer le couteau, de le placer au niveau de la main, et on reste avec une prise en main très fonctionnelle. Je parle de ce couteau-là qui est une baïonnette russe, c'est la baïonnette de l'AK-74 ou de l'AK-47 hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc là au niveau de la prise en main, on est sur de la bakélite. Bon là vous avez une partie métallique un peu râpeuse là, et puis là vous avez des arêtes vives. Donc c'est vrai qu'au niveau confort, la prise en main en elle-même vue de loin n'est pas trop mal, et en se rapprochant, bon, on s'aperçoit que si on le serre bien, ouais, on peut se blesser les mains à la longue, hein, surtout si on fait des efforts dessus. Donc là on est sur du rustique, hein. De toute façon c'est des Popov, c'est du lourd. Le matériau du manche est également, quand on parle de prise en main, c'est également un critère de choix. Donc là on est sur du matériau plus traditionnel, hein, on est sur des rondelles de cuir pressées. Donc là c'est vrai qu'au niveau prise en main, moi j'aime bien les matériaux naturels, et c'est vrai que le cuir sur la peau, voilà, il y a un bon contact, il y a un bon grip, même si c'est un peu mouillé, on aura quand même une prise en main qui ne glissera pas ou très peu, et ça va nous assurer une prise ferme pour faire notre travail. Là on est sur du matériau synthétique, type un peu caoutchouteux, ça c'est du Kraton, hein, sur le petit cabar. Donc là c'est pareil, au niveau prise en main on est bien, le matériau est confortable. Vous voyez que la garde ici n'est pas très imposante, ils ont voulu respecter les proportions du couteau en diminuant la longueur de la lame, mais ça nous permet quand même de mettre le pouce en appui, bon pas très confortable j'avoue, mais si jamais on devait s'en servir en combat ou pour piquer, voilà, les doigts sont arrêtés au niveau de la lame, même là si ça déborde un peu, c'est le dos, on est protégé, on n'ira pas se piquer sur les dents ou sur la lame. Voilà. Le manche est un petit peu petit pour mes grosses pattes, mais en couteau type intermédiaire, en couteau de dépannage, ça va faire très bien le boulot. Ça reste un très bon couteau. Là on prend le Mora par exemple, où c'est du revêtement synthétique, un type un peu caoutchouteux, comme le Hightor que je vous ai montré là. Voilà, le même type de caoutchouc, le même type de matière synthétique. Donc manche en plastique injecté, une forme très sympa, très ergonomique. Par contre, vous voyez que là, il n'y a pas de garde. Donc faites attention si jamais vous devez piquer un ours. Voilà, les doigts, bon, effectivement, là on peut travailler plus finement parce qu'on peut placer le pouce, mais faites attention, ça peut glisser facilement. Et quand vous bâtonnez, c'est pareil, un coup de bâton mal placé, et le bâton peut vous revenir sur les mains. Voyons voir, au niveau des matériaux, il y a ça, et au niveau de la prise en main, il y a ça. Voilà, donc ça, le Sock Bowie, on est pareil sur du cuir, ça c'est du cuir injecté de résine et du cuir pressé. En plus de ça, vous voyez qu'il y a un emplacement là au niveau pour placer les doigts en fait. Donc moi ça va très bien avec la forme de ma main. Et le dessin est assez net pour qu'on puisse sentir l'emplacement des doigts, mais ne gêne pas quand on le prend dans l'autre sens. Vous voyez que la garde est assez épaisse et permet de travailler avec le pouce placé comme ceci, ou éventuellement dans l'autre sens. On a la paume qui vient se loger sur l'arrondi de la garde. Donc là on est sur une prise en main, à mon avis, très travaillée, on est sur quelque chose, je ne vais pas dire d'exceptionnel, mais pas loin. Vous comprenez que celui-là c'est un de mes préférés. Et c'est assez redoutable, surtout si on doit s'en servir en combat. Puisqu'à la base, c'est un poignard de combat. Là-dessus, on est sur du manche je pense que c'est de la fente d'aluminium. Même chose que ça. Donc ça, si jamais c'est mouillé, ça va glisser. Vous avez la forme de la lame qui permet d'avoir une prise un peu plus ferme, mais ça peut tourner, ça peut vriller. Bon, attention. Attention, éventuellement à mettre des gants si jamais il fait trop chaud ou trop froid ou que c'est mouillé, pour garantir une meilleure prise. Évidemment, si vous mettez ça sur votre sac à dos qui dépasse et vous le laissez 2 ou 3 heures en plein soleil,
à 40 degrés, vous allez vite sentir qu'il fait chaud. Hein, le noir plus la matière métallique va accumuler la chaleur et vous allez vite vous rendre compte que votre couteau est bien chaud. A l'inverse, quand il fait froid, s'il dépasse de l'étui et qu'il fait -5 dehors, si jamais vous avez les mains mouillées, vous allez rester collé dessus. Au moins comme ça, vous ne le perdrez pas. Voilà, voilà. Donc, un autre élément de choix, ça va être le pommeau. Le pommeau, donc cette partie-là. Donc là, sur le poignard, sur l'US Survival, le Pilot Survival d'Ontario, donc là, vous voyez, hein, le bon gros pommeau, une espèce de forme d'écrou, là. Donc là, c'est du massif, on peut taper dessus. Rappelez-vous la description, on tapait les pare-brises plexiglas ou autre avec ça. Et donc là, on peut taper des clous, on peut péter des vitres avec, donc voilà. Là, on est vraiment sur du fonctionnel. Même chose ici, même si le pommeau est un peu moins imposant, on a quand même une partie métallique. Hein, là, vous voyez la soie, l'extrémité de la lame qui vient au bout du manche. Donc là, on est sur du rigide, c'est pareil. Bon, et puis même punition pour ce genre de choses. Hein, un bon gros pommeau bien massif. Celui-là, il est même crénelé en plus pour éviter de riper si on tape. Voilà. On a cette partie très fonctionnelle, très utile, qui nous permet de faire d'autres utilisations sur notre couteau. Donc ça, à l'inverse, c'est un pommeau plastique. Donc forcément, vous n'irez pas planter de clous avec. Mais bon, on peut se démerder autrement. Enfin voilà, c'est un choix à faire. En autre élément de choix, je parlais des dents tout à l'heure. Alors les dents qui seraient placées, allez voir, hop, hop. Les dents qui seraient placées sur la lame ou sur le dos. Donc en général, les dents sur la lame, c'est des dents pas trop grosses qui permettent de couper des cordages, très pratique. Voilà, pour avoir testé ça dans certains environnements nautiques ou autres. Voilà, une dentelure comme ceci au niveau de la lame sur le premier tiers, pas besoin que le couteau soit tout dentelé en entier, mais une dentelure sur le premier tiers peut permettre de couper des cordes un peu récalcitrantes, surtout si on trouve du matériau moderne, genre de la corde Dynéma qui est très dure et très résistante. Là vous allez hancher pour le couper avec une lame lisse, et avec ça, vous allez y aller comme dans du beurre. Autre chose, les dents au niveau du dos, donc qui seraient des dents plutôt là pour couper du bois. Alors vous ne ferez jamais le même boulot qu'avec une scie, mais ça permet de se dépanner et ça permet de faire déjà un certain nombre de choses. Ça, bon, c'est pas tellement des dents pour couper du bois, c'est plutôt les dents du couteau aztèque, là, les couteaux de cantine. Bon, j'aime bien ce couteau-là, ça, ce point-là, je ne le trouve pas forcément utile. Parce que bon, on ne mange pas du couteau, on ne mange pas du steak haché quand on est en plongée ou autre. Donc bon. Là, vous avez un outil pour couper des fils barbelés, là c'est pareil. Vous l'utilisez avec le fourreau, et avec ça, dans l'autre sens peut-être. Toc, toc, merde. Voilà, comme ça. Et là, vous pouvez faire sauter vos barbelés. Bon, enfin, il y a un sens, je ne me rappelle plus exactement. C'est vrai que celui-ci, je ne l'utilise pas forcément pour couper des barbelés. Je ne m'infiltre pas dans des bases ennemies. Bon, on va rester comme ça. Donc la présence de dents, voilà, à discuter. Donc ici, deux autres exemples. Là, c'est vraiment de la dent, en plus elle est en forme triangulaire. Hein. Donc là, on est vraiment sur de la dent type bûcheron, hein, type coupure de bois. Là, c'est plutôt du décoratif à mon avis qu'autre chose. Et c'est un peu plus chiant pour l'affûtage. Bon, j'aimais bien ce modèle-là, j'aurais préféré une lame lisse. Je n'ai trouvé que celui-ci avec les dents. Bon, on n'est pas... Là, vous n'irez pas forcément couper du bois avec ça. On a la forme de la lame qui va nous servir de critère de choix également. Donc on a la forme traditionnelle américaine type Bowie, hein, donc un dos assez plat et la pointe qui remonte un peu comme ça avec un contre-tranchant ici. Donc la forme Bowie qui est très typée chasse, qui peut servir pour faire un bon couteau de camp, parce que bon, finalement, depuis des générations, les gens se servent de couteaux dans ce style-là pour aller dans les bois ou autres, hein, les trappeurs et autres chasseurs vous le diront. Une lame un peu plus dans ce style-là, type combat, ça sera un peu moins pratique à bâtonner, surtout si vous avez un vrai contre-tranchant ici. Donc là, bon, vous ferez quand même du boulot avec ça, à savoir que c'est un peu moins versatile peut-être, et un peu moins robuste qu'un couteau où vous allez creuser, où vous allez couper des rondins avec. Voilà. Après, comme toujours, c'est une question de choix. Une question de choix perso. Vous prenez un modèle de type dague dans ce style-là, là vous n'allez pas bâtonner parce que de toute façon vous allez casser votre bâton sur le contre-tranchant.
Là, c'est vraiment un usage spécifique type combat ou pour piquer. Ça, vous n'en ferez pas grand-chose. Donc, réfléchissez bien avant de prendre n'importe quel couteau quand vous mettez ça dans votre sac. Une fois encore, ce sont mes conseils et mon avis. Un petit point technique là vite fait, donc les moutures, ce qu'on appelle les moutures, c'est-à-dire la forme de la lame. Vous prenez ça par exemple. En fait, la forme de la lame, je ne sais pas si on le voit bien, c'est une mouture en V, c'est-à-dire que vous avez le plat, la partie plate de la lame ici, et en dessous, la lame s'affine en forme de V. Une mouture en V. Vous avez d'autres formes de lames. Vous avez une mouture concave, par exemple. Celle-ci, je pense qu'elle est concave. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez la partie plate de la lame, et ensuite, elle s'affine dans ce sens-là, une forme concave, qui, ça, en général, vous permet d'avoir un tranchant assez fin, voire même de type rasoir. Les moutures concaves, ça veut dire que la lame devient fine quand elle arrive au niveau du fil. Donc, un risque de casse ou de fragilité un peu plus prononcé que pour d'autres. Donc là, c'est pareil, hein, on est sur de la concave. Donc là, voilà, le vrai couteau de combat, on pique dans la viande. Par contre, bon, effectivement, il y a le risque que ça s'abîme un petit peu plus vite qu'une grosse lame à une mouture convexe, qui, elle, en fait, va s'affiner de cette façon-là, comme une forme d'ogive. Et là, vous pourrez taper sur un rondin ou pour fendre une bûche. Cette forme-là, ça reprend la forme d'un coin de bûcheron, en fait. Voilà. Il y a d'autres types de lames, il y a les moutures plates, les moutures chisel, dites chisel comme ciseaux. En fait, vous avez un côté complètement plat et un côté en V, type les couteaux de cuisine, par exemple, certains couteaux de cuisine japonais. Voilà. Un autre élément de choix, finalement, ça va être le fourreau. Donc le fourreau, le matériau, la forme, la solidité. Donc là, on est sur du fourreau en cuir. Donc très sympa et tout, beaucoup de couteaux sont livrés avec des fourreaux en cuir, d'ailleurs comme vous pouvez le voir j'en ai 4-5 qui sont livrés avec des fourreaux en cuir, 5-6. Bon, faut savoir que le cuir contient des tanins, le cuir peut être traité avec des colorants ou autres, et il va faciliter l'oxydation des lames. Donc si c'est un couteau que vous laissez pendant des heures et des jours et des semaines au même endroit, surtout si c'est de l'acier carbone, comme celui-ci par exemple, c'est pour ça que je le stocke hors de son fourreau, parce que le fourreau va faire oxyder, il va faire piquer la lame plus vite. Là, on est sur du fourreau en matière synthétique, de type Kydex. Kydex, voire même un matériau à mémoire de forme. Donc là, aucun risque d'oxydation, etc. de la lame, ça sèche vite, ça ne se dégrade pas avec les intempéries ou à l'usage du temps, parce que le cuir aussi se détend. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cuir, quand il va travailler, quand il va être sollicité, il va finalement se détendre un peu, hein, comme des chaussures que vous mettez et qui sont à votre pied. Donc le Kydex, très intéressant, qui ne se déforme pas. Là, on est sur, voilà, bon, c'est une reproduction d'un couteau de la Seconde Guerre mondiale, du SM3. C'est du fourreau métallique. Intérêt d'un fourreau métallique en survie, bon, ça c'est lourd, ça peut rouiller, ça conserve l'humidité, ça peut vous faire mal, enfin, pas vraiment, mais voilà, on prend du poids pour rien. Vous prenez un fourreau synthétique, c'est quand même plus léger. Autre point, ouais, je parlais de ça. Un fourreau qui serait très souple ou trop fin, avec une super lame que vous avez dedans, si jamais vous chutez, que vous avez le couteau à la ceinture, vous risquez de vous piquer à travers le fourreau par votre propre couteau. Donc tous les fourreaux en toile un peu fine, là, les trucs un peu gnognottes, vous oubliez, parce que ça ne vous protégera pas. En cas de chute accidentelle, ou si vous faites des acrobaties ou autre. Voilà. Bon, je vous ai livré quelques éléments, quelques pistes de réflexion là, pour ces couteaux et pour vous donner quelques critères en plus pour choisir, pour vous aider à choisir. Donc retenez que le couteau de survie idéal n'existe pas. Avec tout ce qu'on demande, toutes les choses qu'on demande à un couteau, vous aurez forcément besoin de plusieurs modèles de couteaux pour répondre à vos besoins. Un gros, un petit, pliant, à blocage de lame, et un moyen de taille intermédiaire qui pourrait faire le boulot en dépannage. C'est ma conception, d'autres pourraient prendre un seul couteau, d'autres voudraient 10 couteaux. À vous de trouver la balance. Disons que cette combinaison-là vous permet d'être le plus large de balayer, le plus large possible. Là-dedans, je n'ai pas compté une pince multifonction ou un couteau suisse, que je considérerais plus comme un outil, que vraiment comme un couteau dans les utilisations dont je vous ai parlé. Voilà, j'arrive au bout de cette série de vidéos là sur les couteaux. Donc la prochaine, je sais pas, j'essaierai de faire une vidéo en outdoor si je peux, à l'extérieur. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut les petits amis, et des bisous.